Jimmy Girardet de la Drôme, super enthousiaste d'entendre parler de cette formation. Ma question, elle concerne les suivis en téléconsultation qu'on a vu fleurir dans tous les sens. J'ai des gros doutes vis-à-vis de ça. Quel est le point de vue des patients et du coup des investigateurs? Est-ce qu'il y a des choses là-dessus? Sur leur utilité, bien entendu. Oui, c'est bon, oui, c'est bon. C'est bon, ça marche. Oui. Alors, sur la téléconsultation, pas dans le domaine qu'on vient de voir, là, si. Dans ce domaine-là, alors, il est vrai que je peux parler même de mon cas. Enfin, oui, effectivement, quand la téléconsultation avec son médecin traitant, c'est-à-dire pas une consultation avec quelqu'un de lambda, une consultation par téléconsultation avec un médecin traitant, lorsqu'il y a une crise, quelque chose, enfin des événements dramatiques qui viennent de se passer, effectivement, ça peut être vraiment un appui et un soutien, ça c'est clair. Mais puisqu'on mène aussi un module sur la téléconsultation à Créteil, on a travaillé sur justement les freins à la téléconsultation et moi-même, et même les malades chroniques estiment que effectivement c'est adéquat dans certaines situations et dans d'autres non. C'est-à-dire que voilà, donc il y a du pour, il y a du contre, mais en tout cas c'est vrai que ça peut être en cas de crise, dans une situation de crise, notamment en psychothérapie, un événement dramatique, on va dire. Pas forcément un état qui se dégrade, mais plutôt un événement qui vient d'arriver et avoir une possibilité d'avoir tout de suite un rapport, oui, je pense que ça peut aider. Alors, le groupe de travail n'a pas vraiment envisagé de réfléchir à la téléconsultation et à sa dimension psychothérapeutique. Je suis ravie d'entendre les paroles de Laure. Effectivement, dans le cadre d'une connaissance préalable du patient, c'est parfois mieux que rien, en particulier en cas de problème d'accessibilité rapide aux médecins. Simplement, peut-être moi, la réserve que je pourrais émettre, mais elle est valable aussi pour les autres types de soins, c'est cette dimension du langage du corps et corporel qui pourtant, déjà avec la visio, peut déjà passer. Hein. Et d'ailleurs, on peut remarquer qu'avec la pandémie, des psychologues et des psychothérapeutes consultent en psychothérapie et les retours que j'en ai eus des patients sont relativement positifs. Ils choisissent de se rendre au cabinet ou de voir leur thérapeute en visio. Donc, je pense qu'il n'y a pas de dogme par rapport à ça. Mais ce n'est que mon avis. Merci. Une autre question en bas? Bonjour, c'est Monica Nagüe, journaliste dans le 77 et je connais une bonne partie des femmes sur scène. Ma question est pratico-pratique. Vous nous parlez bien sûr de bien identifier que c'est une demande d'écoute et pas de trouver une solution. En pratique, comment vous faites pour identifier que le patient il est là? Parce que moi, jusqu'au jour d'aujourd'hui, pour mal m'exprimer, des fois je confonds. Des fois, même si je me dis je vais écouter juste pour écouter et soutenir, finalement, j'ai quand même l'impression qu'on attend de moi de faire quelque chose. Donc la question s'adresse aussi aux médecins sur scène qu'à notre patiente partenaire, enseignante. Aussi, ça m'intéresserait de savoir ton point de vue, Laure. Comment tu signales? Parce que c'est presque jamais explicite. Écoutez, docteur, je viens là pour que vous m'écoutiez, pas que vous me disiez quoi faire. C'est jamais comme ça. Merci. Oui, tout à fait, c'est vrai. Alors, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de perception. C'est là et de la nécessité d'une formation. Parce que, effectivement, comme je disais tout à l'heure, écouter pour comprendre et répondre, ou écouter, simplement écouter, être là. Et quand j'ai lu le texte pour dire combien c'est effectivement difficile
de s'approprier ça, c'est-à-dire simplement de laisser la personne dire son mal-être sans forcément ou acquiescer ou juger, ou en tout cas acquiescer ou simplement même reformuler parfois, mais simplement l'accompagner dans ce qu'elle avance, laisser dérouler en accompagnant. Pour ça, je disais, c'est aller avec l'autre vers. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a comme une frustration. Mais comme je le disais tout à l'heure, j'ai fait moi le métier, dans le travail social, c'est pareil, c'est de s'empêcher de répondre et de trouver des solutions. Et en même temps, il y a des moments où on vous demande d'apporter des solutions en tant que prescripteur. Donc c'est bien là où est j'allais dire la difficulté, c'est d'une bascule d'une manière de faire à une autre et de trouver le moment où cette bascule est opportune ou pas. Donc je ne peux pas répondre de manière binaire comme ça ou non, mais tout simplement, effectivement, c'est quelque chose qu'on acquiert. Il faut s'approprier cette démarche-là, en fait. Donc pour dédramatiser un peu, peut-être même le patient, il ne sait pas qu'il est là pour une demande ou pour juste l'écoute, et que ça, c'est un travail qui va se faire ensemble. En deux. C'est ça? Oui, parce qu'en fait, effectivement, parfois le patient ne sait même pas lui-même qu'il est là pour ça. C'est en fait le médecin qui va se rendre compte que finalement il est dans une demande, mais lui-même ne sait pas encore qu'il est dans une demande. Mais là aussi où c'est important dans l'accompagnement, c'est de se dire que ce sont deux personnes compétentes. C'est-à-dire, le médecin est compétent avec ses compétences liées à ce professionnel, mais le patient est aussi compétent dans le sens où il a des ressources. Et en gros, c'est d'appuyer sur ces ressources et de ne pas considérer qu'il y a des déficiences. C'est un autre regard porté sur le patient. C'est-à-dire, on n'est pas là pour combler des déficiences, on est là pour appuyer sur ses ressources, en fait. Merci. Alors, on va passer de l'autre côté. Compléter. Oui, pardon, Laura. Merci Monica pour ta question, parce qu'en fait, elle met en évidence toute la complexité de l'écoute, sur laquelle, effectivement, on a fortement, peut-être lourdement, insisté aujourd'hui. Mais c'est toute la dimension de l'écoute compréhensive qui, effectivement, demande aux médecins de travailler sur ses projections et toute sa conviction, par laquelle, effectivement, il pense qu'il va pouvoir répondre, en fait, et apporter toutes les solutions aux patients, alors que, finalement, dans l'écoute compréhensive, c'est aussi la compréhension de ce dont il a besoin, de ce dont il présente comme ressources. Et effectivement, dans ce qu'a présenté Corinne, dans la démarche, effectivement, dans la relation d'aide de Rogers, on retrouve bien aussi ces outils qui permettent de s'assurer qu'on a bien compris de la demande du patient, avec toutes les techniques de reformulation qu'on apprend et qu'on fait travailler aussi dans nos enseignements de communication. Merci. Alors... Bonjour, Pascal Bachin, je suis médecin généraliste et maître de stage à Lourmarin dans le Vaucluse. Alors, ce n'est pas une question, mais ce sont des remerciements et une exhortation dans la salle. Il faut vraiment s'emparer du sujet en médecine générale, parce que je fais partie d'un désert médical, mais pas d'un désert de rebouteux. Et clairement, quand on voit les chiffres, 7 consultations, 7 patients sur 10 qui viennent consulter en médecine générale pour un problème psychologique, clairement, si on ne le fait pas, ils vont aller voir ailleurs. Et donc, c'est vraiment un problème de santé publique, et donc la nécessité d'une formation universitaire, et je vous en remercie. Merci. J'en profite pour dire que dans la présentation de Laura, tu as utilisé le mot. Les autres praticiens, on va dire, utilisent un mot que la médecine générale oublie souvent d'utiliser, c'est holistique. C'est-à-dire que l'approche holistique, c'est pas que l'hépatothérapeute, c'est la médecine générale et la globalité du patient, la compréhension du patient, c'est le sens du soin, en fait. D'accord ? Donc, évidemment, nous pensons savoir ce qui est bon pour le patient, mais en fait, ça ne sert à rien.
Vous êtes tous d'accord, enfin, je sais. Et ça, dans l'enseignement et dans notre rôle auprès des internes et des étudiants qui sont en stage, y compris ceux de second cycle, c'est fondamental. Enfin, voilà. Merci de nous dire merci. Merci beaucoup. On a encore le temps d'un peu de questions. Céline Buffel-Duveur, médecin généraliste à Paris, Université Paris-Cité. Donc, merci beaucoup pour votre présentation et pour le travail qui a été fait sur tout ce déroulé d'enseignement sur la psychothérapie du généraliste. Une première remarque, c'est que j'adorerais qu'on puisse avoir des enseignements déclinés de la même manière pour tout le DES. Voilà, c'est peut-être juste moi, mais... ensuite, j'avais 2 questions qui se rejoignent un petit peu. Est-ce qu'il a été envisagé d'inclure des psychologues dans la formation des internes, parce que je pense que c'est primordial, avec en plus je trouve important de bien distinguer ce qu'on fait nous au cabinet et ce que font des psychothérapeutes en psychothérapie. Je pense que c'est important que les internes entendent bien la différence, parce que c'est quand même 2 travails bien différents. Et une deuxième question, c'est que vous avez parlé de groupe Balint. Alors moi, je suis complètement pour. La difficulté, c'est de trouver des animateurs. Est-ce que vous avez envisagé, et puis vous avez parlé aussi d'entretien motivationnel, de trouver des formateurs à l'entretien motivationnel, c'est pas toujours évident. Du coup, est-ce qu'il va y avoir des formations de formateurs? Alors, je peux peut-être répondre à la deuxième question. Alors, les formations à l'entretien motivationnel, elles existent dans le cadre du DPC. Il y en a de nombreuses, avec différents niveaux. Et je pense vraiment qu'il ne faut pas hésiter même à les faire et à les refaire. Et du coup, j'ai oublié. Et voilà, je voulais juste te dire aussi que je regrette effectivement l'absence de Michael, psychothérapeute, parce qu'il aurait peut-être aussi mieux pu compléter cette présentation, parce qu'on lui avait un peu confié justement toutes les indications, enfin, qui nous fassent part de sa perception de quand passer la main, avec une phrase qui avait été prononcée il y a 2 ans dans une plénière à peu près similaire, c'est « et comment passer la main ?» Comment passer la main sans la lâcher, puisque, comme on l'a dit, s'impliquer aussi dans le soutien, dans cette démarche psychothérapeutique, ça nécessite aussi un engagement, évidemment du médecin, mais aussi du patient. Et quand le patient nous a confié son histoire et tout son parcours et toutes ses souffrances, lui dire d'aller recommencer avec une autre personne, on a un peu l'impression... Enfin, souvent, on pourrait avoir l'impression de l'abandonner un peu, et en tout cas, lui pourrait se sentir abandonné. Et donc, voilà, je voulais juste dire que je regrette l'absence de Michael. Et pour la participation de psychologues aux formations, je vais laisser Laura répondre. Alors, pour la participation de psychologues aux formations, dans le déroulé proposé, c'est un déroulé qui est assez souple, parce que l'idée, c'est vraiment de pouvoir s'adapter, ou que ce déroulé puisse s'adapter aux ressources disponibles dans chaque DMG. Et on sait que c'est encore malheureusement très hétérogène. Après, effectivement, il est possible, pour donner l'expérience du coup de l'UPEC, nous, on a mis en place en fait ce module depuis 1 an. Et dans l'équipe pédagogique, on a inclus effectivement un psychothérapeute, enfin 2 psychothérapeutes, ouais. Un psychothérapeute d'approche psychanalytique qui est également balintien et un psychothérapeute TCC. Donc après, effectivement, on ne l'a pas imposé dans le déroulé parce qu'on sait que c'est aussi une difficulté, mais un des enjeux, je pense aussi de la formation, c'est de pouvoir travailler la pluriprofessionnalité dans le cadre aussi de la santé mentale et en développant des modules de formation qui intègrent effectivement d'autres professionnels. Juste pour un petit complément, je ne sais pas si c'est partout pareil dans les DMG, mais nous, on a développé en fait un partenariat avec le département de psychologie médicale, ce qui permet justement d'avoir intégré aussi dans nos groupes Balint pour les étudiants des psychologues de la psychologie médicale. Donc ça peut être aussi une voie de coopération qui serait intéressante. Tout le monde
n'a pas de département de psychologie médicale. Oui, bah c'est pour ça que je dis, je ne sais pas si tout le monde en a, toutes les facs en ont, mais en tout cas, quand on en a, ça peut être une piste, quoi. Oui, il y avait une dernière question ? Oui, donc Laurent Moiseau, médecin généraliste à Celles-sur-Belle. Juste pour en rajouter une couche, l'écoute active, c'est vraiment un outil thérapeutique extrêmement puissant. Moi, la difficulté que j'ai aujourd'hui à l'utiliser dans ma pratique, c'est la question du temps. Comme à peu près 100% de mes confrères, il y a une problématique d'accès aux soins sur mon territoire. Et moi, ça me prend du temps, ça me prend de l'énergie aussi, mais ça prend du temps. Et c'est vrai que quand ça représente 3/4 de nos consultations dans la journée, et que on ne peut pas prévoir des consultations de 30-40 minutes, ça dure combien de temps une consultation de psychothérapie en médecine générale? Ça doit durer combien de temps? Est-ce qu'il y a un bon temps? Est-ce que 45 minutes je fais trop? Ou est-ce que je peux... C'est quoi le bon temps? Je sais s'il n'y a pas de réponse, mais j'ai besoin de votre regard d'expert pour me situer. J'ai une réponse. Je dis le temps nécessaire. C'est moi qui suis. C'est toujours... Non, mais merci vraiment, parce qu'on est tous confrontés dans nos territoires, hein, c'est le mot-clé. On est tous confrontés sur certaines surcharges. Et donc, je l'ai dit, alors c'est vrai qu'une présentation académique comme ça, c'est pas forcément dynamique. On a le temps et on l'a pas. Ou on l'a pas et on l'a. Au choix, c'est-à-dire que je pense que les patients ont compris déjà qu'on était surchargé et que la richesse, c'est de pouvoir revoir les personnes, hein, et de pouvoir les revoir peut-être en précisant mieux le cadre. Et ça fait gagner, en fait, du temps. On peut en perdre au départ, mais ça fait gagner du temps à la fin. Parce que si on s'est trompé sur la demande, si on n'a pas détecté la souffrance, si on n'a pas repéré le motif caché, on va passer beaucoup de temps. On va passer beaucoup de temps à faire des soins non efficaces avec un patient peu satisfait, enfin pas forcément peu satisfait, mais mal soulagé, et donc qui va reconsulter et offrir, comme dit Balint, des symptômes qui seront juste pour nous dire mais allez, trouve un peu, aide-moi. Et de ce fait, on perd du temps. Donc moi, je suis convaincue que de prendre son temps, autant que possible. On sait très bien qu'il y a une pression de la salle d'attente, qu'il y a une pression des appels téléphoniques, mais cette remarque, les étudiants nous la font souvent quand même. Et les patients qui participent au cours à Lyon répètent à chaque fois, on sait que vous n'avez pas de temps. Donc, enfin, je ne veux pas prendre la parole de l'or, mais les patients avec lesquels on travaille disent, mais on sait, docteur, vous n'avez pas le temps. Et merci de l'avoir pris. Et donc, c'est aussi à nous de se former pour prioriser, pour savoir dire non, ça on en parlera la prochaine fois. J'ai pas vraiment d'autres réponses, peut-être que Laura en a une autre. Mais enfin bon, c'est pour ça que je réponds le temps nécessaire qui inclut la perspective du médecin. Ça n'est pas dérangeant, il me semble, de dire aujourd'hui ça va pas être possible. Mais par contre, demain, après-demain, j'aurai du temps pour vous. Alors, comme tu l'as dit, Corinne, c'est la question du cadre aussi, qui est un des objectifs de la formation pédagogique qu'on propose, de pouvoir travailler avec les étudiants et les professionnels sur cette question du cadre. Et les travaux canadiens montrent bien que le développement d'outils communicationnels qui utilisent effectivement l'écoute active et qui permettent de comprendre la demande du patient ne prennent pas forcément toujours beaucoup plus de temps, et en tout cas les études montrent qu'il y a un meilleur résultat en termes de satisfaction et d'observance. Mais effectivement, après, c'est peut-être, enfin, c'est des aptitudes à développer en tant que professionnel pour connaître aussi ses limites, ce qu'on est capable d'accepter en termes de temps à mettre à disposition du patient. Et puis ça peut être un temps plus long à un moment et puis après plus court. La question étant effectivement de le définir et peut-être cette question encore de la formalisation de ce qu'on fait qui peut permettre de comprendre pourquoi à un moment on passe un peu plus de temps et puis la fois d'après un petit peu moins.
Je voulais juste dire qu'effectivement, le temps, comme je le disais tout à l'heure, un temps où la personne est vraiment présente, là au moment où l'écoute est nécessaire, un quart d'heure peut suffire, mais aussi prioriser, c'est important. Donc je pense qu'il faut en fait faire un peu des deux, en sachant que aussi peut-être relever ce que dit le patient quand il se dit entendu. C'est-à-dire, voilà, c'est aussi relever son langage verbal et non verbal, de sa satisfaction d'être écouté, d'être entendu. Et puis, j'allais dire, il y a des endroits où normalement on devrait les entendre, c'est pas toujours le cas. En psychiatrie, c'est plus de la prescription, voire c'est l'infirmière qui fait l'entretien. Donc, c'est la réalité. Voilà. Donc, ne soyez pas là à vous dire je n'ai qu'un quart d'heure à lui accorder, parce que c'est pas forcément plus ailleurs. Voilà. Une dernière question ? Allez-y. Merci beaucoup. Anne Hersard de Lyon. Vous avez un peu répondu à ma question en formalisant le cadre. Et comme le cadre, c'est aussi dire des mots, je vais reconvoquer parfois des patientes, en l'occurrence, pour dire, là, on fera une consultation en santé de la femme. Est-ce que vous allez utiliser les mots ? Là, on prendra le temps d'une consultation en psychothérapie du médecin généraliste. Ou alors là, je vous propose qu'aujourd'hui, on fasse ce temps. Est-ce que vous allez utiliser ces mots qui, je pense, sont importants pour qu'on comprenne ce qu'on fasse et que les patients aussi. Est-ce que c'est important de le faire aussi pour Laure ? On utilise ces mots. MOT. Je vais reformuler ta question. Oui, parce que moi, je n'ai pas compris non plus de quel mot tu parles. Tu voudrais dire à un patient qui exprime une souffrance et que, comme parfois quand tu as une demande de soins spécifiques de santé de la femme, tu dis, tiens, on fera le frottis la prochaine fois. Est-ce que tu voudrais qu'on dise... Donc j'entends que ça ne va pas très bien en ce moment. Je vous propose de revenir en consultation de psychothérapie. C'est ça ta question ? Alors moi je ne le fais pas, je ne dis pas le mot. Je ne dis pas le gros mot parce que je ne suis pas sûre que le patient ait envie de l'entendre, mais c'est juste une représentation. Je ne prends pas trop ton sens. Oui, je pense la même chose. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est peut-être encore un gros mot, en fait. C'est peut-être quelque chose comme quand on dit « il voit quelqu'un ». Voilà. Je crois que malheureusement, en fait, on est encore dans cette... au niveau du vocable, c'est encore un petit peu ça. C'est-à-dire qu'il faut le faire, mais il ne faut pas le dire. Enfin, voilà. Je pense que je dirais, si vous voulez, on va se revoir la prochaine fois pour mieux parler de ça. Tu vois ? Ou pour mieux parler de cette souffrance, ou pour mieux parler... On mettra des mots sur une souffrance, mais le mot psychothérapie, moi, perso, je ne le fais pas, mais c'est pareil, ce n'est qu'un avis qui ne vaut que mon avis. Bon, moi, je voulais juste faire un petit témoignage. Enfin, moi, j'ai pas honte, mais je l'affiche en soutien psychothérapeutique ou soutien psychologique, et je l'annonce aux patients, je leur demande s'ils acceptent, c'est des créneaux de 30 à 40 minutes, donc voilà, je le formalise en tout cas depuis quelques années. Oui, mais c'est aussi une bonne solution. Enfin, c'est aussi une solution. Je n'ai pas de... Mais est-ce que, du coup, ça dépend, dans vos témoignages, est-ce que ça ne remet pas au centre aussi la question du besoin et de l'expression du patient ? Parce qu'effectivement, possible que certains patients aient besoin de ce cadre-là et d'autres non, puisqu'on a dit effectivement que certains patients, parfois... ne perçoivent pas en fait que le médecin généraliste a ce rôle-là. C'est pour autant, de manière implicite, il peut y avoir une composante de soutien psychothérapeutique sans forcément qu'elle soit formalisée. Donc peut-être que la réponse, mais encore une fois, je pense qu'on n'a pas de réponse juste, mais que c'est peut-être à adapter en fonction du patient. Moi, je pense que c'est une bonne idée aussi, et que il doit y avoir plusieurs formes en fait, en fonction aussi des patients qui existent. Mais le fait de déterminer aussi des plages, ça peut permettre aussi à certaines personnes de se dire que c'est là, à cet endroit-là, qu'elle dépose sa parole, de circonscrire en fait ce temps-là. Et avoir moins le sentiment de s'éparpiller ou de le dire un peu à tout le monde et c'est un temps
qui est consacré à ça. Donc effectivement, ça peut correspondre à des personnes qui ont vraiment besoin qu'un cadre comme ça soit mis. Mais je pense qu'il faut pouvoir offrir différentes possibilités en fonction des patients. Et juste, alors j'ai une question pour Émilie. Si tu affiches des créneaux dédiés à des consultations psychothérapeutiques, tu as un délai d'attente du coup? Comment ça se passe? Parce que vu la demande, alors ma crainte, ça serait que j'ai des rendez-vous à 3 mois, quoi. Vu que je ne pourrais en offrir que quelques-uns par semaine. En fait, effectivement, j'ai que quelques créneaux dédiés au soutien. Je m'adapte aux patients. Heureusement, j'en ai pas pléthore à suivre en parallèle. Tout le monde n'a pas besoin de ces créneaux dédiés. Comme tu l'as dit, Laure, il y a des patients, ça peut être un temps plus, intégré aux soins, pas aussi formalisé. Puis d'autres ont besoin vraiment de ce temps de parole dédié. Et donc, j'ai pas l'impression d'être débordée, mais c'est vrai qu'il y a une partie de ma pratique qui est quand même dédiée à ça. Eh bien, merci beaucoup à tous et à nos oratrices. Je pense que là, on a un grand défi devant nous là, pour cette formation à mettre en place. Donc j'encourage tous les gens qui sont aux commandes des DMG, qui seraient dans la salle, de s'intéresser au fameux déroulé pour voir comment l'intégrer dans la réforme du DES qui ne va pas tarder à se mettre en place. Merci à tous.